Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par Scalit et Elancy sur l'open banking et les next-gen core banking qui sont selon nous, la clé pour façonner la banque de demain. Je vous propose de commencer le webinaire par un rapide tour de table et je vais vous présenter les intervenants. Donc, nous avons Lina Mestari, qui est directrice commerciale chez Scalit, Martin Della Chiesa, qui est CEO chez Scalit, et moi-même, Guilain de Breuil, qui suis associé chez Elancy en charge de la practice innovation et digitale. Bonjour à tous. Bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter, nous avons structuré l'agenda en trois grandes parties. Une première partie sur les tendances open banking que nous constatons aujourd'hui entre risques et opportunités. Une deuxième partie sur la dette technique au sein des banques traditionnelles qui génèrent des opportunités manquées et des coûts de mise en conformité disproportionnés. Et une troisième partie sur le changement de paradigme technologique et comment faire pour moderniser son core banking et son SI legacy. Donc, l'open banking transforme profondément le paysage bancaire en cassant l'approche traditionnelle producteur-distributeur que nous constatons depuis, au sein des banques depuis un certain nombre d'années, avec des producteurs et des distributeurs qui sont généralement au sein du même groupe. L'open banking permet d'évoluer dans des écosystèmes ouverts où des acteurs bancaires, mais aussi non bancaires, interagissent entre eux en partageant des données et en intégrant les services des uns et des autres dans leur propre interface, tout ça pour améliorer l'expérience client et la proposition de valeur. Cette fragmentation du marché de la chaîne de valeur se traduit par l'apparition et l'émergence de différents modèles d'organisation et de distribution. Donc, nous avons le modèle intégré, où des acteurs vont pouvoir intégrer des savoir-faire de tiers afin d'accélérer la digitalisation ou l'optimisation d'un processus, d'un parcours ou de l'expérience client via des savoir-faire externes. On observe surtout ça sur les parcours d'entrée en relation digitale, l'agrégation ou, pour certaines banques, sur le paiement instantané. Nous avons également le modèle plateforme où des acteurs financiers, mais aussi non financiers, vont intégrer des produits et services de tiers bancaires ou non bancaires. Tout ça dans une logique marketplace pour compléter leur offre existante et s'insérer encore plus dans les parcours clients. On en reparlera tout à l'heure. Ensuite, nous avons le modèle banque as a service qui est la mise à disposition par des acteurs agréés de leur propre licence bancaire. Tout ça à des distributeurs tiers et via des parcours sans couture et afin de permettre à des acteurs non financiers ou non agréés de proposer des produits et services bancaires. Et enfin, nous avons le modèle Embedded Finance, qui est l'intégration de services financiers dans des applications et plateformes d'entreprises non financières. Avec l'exemple qu'on a donné ici, ou la plateforme du bâtiment, qui est une marketplace dédiée aux entrepreneurs du bâtiment, et l'intégration de services de financement avec Defacto et Rolling Funds. Également, il y a une image qui nous semble intéressante. D'un point de vue macroscopique, on observe un mouvement qui est drivé principalement par la volonté de la Commission européenne, entre autres, de libéraliser la plupart des marchés, y compris les marchés bancaires. Quelque part, ce qui s'est passé en France avec le rail français, qui consiste à découpler l'exploitation du rail de RFF de l'exploitation des trains et du transport. La SNCF et maintenant la possibilité pour d'autres acteurs de transport d'utiliser les infrastructures du rail français. Si on fait le parallèle avec la banque, finalement, on remplace le rail ferroviaire par le rail des paiements, entre autres, et de l'informatique bancaire. On a exactement la même idée. Donc, d'un point de vue précis, ce qui explique Guilain est tout à fait juste en ce qui concerne les différents modèles. Et d'un point de vue macroscopique, il y a une tendance qui ne s'inversera pas, qui consiste à driver un mouvement de libéralisation en faveur de la multiplicité des acteurs qui utilisent des infrastructures communes.
On observe sur le marché financier plusieurs stratégies adoptées par les acteurs financiers, tout ça pour pleinement utiliser les opportunités offertes par l'open banking. On va se concentrer sur l'exemple Lydia, qui est un exemple assez intéressant. Donc Lydia, qui est une fintech lancée sur le marché en 2013 et qui était à ses débuts très spécialisée sur le marché des paiements. Avec un objectif de proposer une solution de paiement répondant à des pain points constatés par les utilisateurs finaux avec leur banque. Donc, Lydia a lancé son application de paiement donc avec une approche très spécialisée, en s'appuyant sur un acteur de banque as a service, la SFPMEI, maintenant Ocali, et en s'appuyant sur ce modèle BaaS. Ensuite, Lydia a souhaité enrichir son offre et sa proposition de valeur avec des comptes de paiement et une carte, donc avec des partenariats avec Mastercard sur les cartes et Trésor sur les comptes de paiement. Enfin, Lydia a aussi adopté une stratégie marketplace en complétant son offre de valeur, en nouant des partenariats avec un certain nombre d'acteurs, donc sur le crédit par exemple avec Floa Bank ou United, sur l'assurance avec Fluco, sur l'épargne avec Bitpanda, et tout ça en l'intégrant dans ses propres interfaces dans une approche marque grise. Et enfin, le dernier mouvement de Lydia, ça a été de bouger vers un modèle pur néobanque avec le lancement de Sumeria et sa propre licence bancaire. Et donc, cette stratégie fintech et les différents mouvements opérés ces 10 dernières années par Lydia illustrent bien en fait les stratégies que peuvent adopter les différents acteurs financiers en bougeant sur la chaîne de valeur pour sans cesse enrichir la proposition de valeur et sans cesse proposer de nouveaux services à ses clients. Cette fragmentation du marché, elle passe notamment par plusieurs inducteurs. Donc, une accélération de la pression réglementaire, on l'a vu avec le marché du rail en France, avec la pression de l'Europe pour ouvrir le marché du rail à la concurrence. Et donc, on a vu ces derniers temps, ces dernières années, donc la réglementation des SP2 qui a permis et qui a favorisé l'ouverture des données bancaires sur les comptes de paiement et afin notamment d'encadrer l'arrivée de nouveaux entrants et d'ouvrir à des acteurs tiers les données bancaires sur les services de paiement. Et ça a permis l'émergence de nouveaux entrants et d'accélérer le modèle open banking en poussant les établissements financiers historiques à ouvrir leur récit bancaire sur les comptes de paiement. Cette réglementation va être en 2026 ou 2027 complétée par la réglementation FIDA qui va aller beaucoup plus loin que les seuls comptes de paiement en ouvrant les données bancaires sur les autres périmètres fonctionnels qui n'étaient pas touchés par la DSP2. Donc, les données financières et d'épargne, les données de financement, les données d'assurance. Et ça va permettre l'émergence de nouveaux use cases et de nouveaux acteurs pour encore plus éloigner la banque et son client et revoir tous ces modèles-là. Ensuite, un des autres inducteurs de l'open banking, c'est la pression sur les marges et sur les commissions des acteurs traditionnels qui ont poussé les banques à aller chercher de nouveaux leviers de PNB en revoyant leur modèle de distribution et en élargissant leur proposition de valeur et leur proposition de produits et services, notamment au travers de partenariats avec des acteurs tiers. Mais aussi, donc là, on est plutôt dans la logique marketplace, bank platform, et aussi aller mutualiser et rentabiliser leur chaîne de traitement, Ops IT. Et là, on est plutôt sur l'approche banque as a service, où les banques vont devenir producteurs pour des acteurs tiers. Et enfin, l'un des autres inducteurs, c'est l'extension progressive de la chaîne de valeur sur des acteurs traditionnels bancaires. Alors, à l'origine, les banques étaient des banques de dépôt et qui géraient les activités bancaires traditionnelles autour de la banque au quotidien.
Ils ont progressivement enrichi en collectant en dépôt leur offre de valeur sur l'épargne et les services d'investissement, et ensuite l'assurance avec la banque assurance. Et maintenant, ils proposent des services extra-financiers pour encore plus s'insérer dans les moments de vie des clients et apporter plus de valeur. Et pour répondre à des pain points. Finalement, cette extension progressive, ce qu'on observe aussi, c'est en fait un effacement des frontières avec une approche opérateur marketplace où des acteurs financiers et des acteurs non financiers cohabitent et vivent ensemble, nouent des partenariats, et on ne sait plus où est la frontière entre les acteurs bancaires et non bancaires, où on a des acteurs non financiers qui vont pouvoir proposer des produits bancaires et les acteurs bancaires qui vont pouvoir proposer des produits non bancaires. Typiquement, une boîte de tech comme Uber, on ne sait pas si c'est une application qui permet de réserver des taxis ou des chauffeurs de se faire payer et de toucher leur salaire et leur commission. Alors, ces changements à l'œuvre, qu'est-ce qu'ils impactent, qu'est-ce qu'ils veulent dire pour les banques, et en particulier pour les banques traditionnelles? Notre point de vue, c'est qu'il y a 3 sujets principaux qui sont induits par ces transformations. Il y a des risques, des contraintes et aussi des opportunités. Si on regarde les risques, de notre point de vue, des insights, des missions de conseil de Guilin et des implémentations de Scallit sur son marché, le principal risque pour les banques traditionnelles est un risque commercial. Et ce risque commercial, il est drivé par l'abaissement des barrières à l'entrée induites par l'open banking et par conséquent par une concurrence accrue. Il est plus facile d'entrer en compétition avec les banques et ça peut avoir 2 éléments impactants, soit un grignotage des revenus à fonds de commerce constant, voire pire, une perte de la relation client et quelque part un risque d'attrition du fonds de commerce. Donc on aura quelques exemples sur cette dimension-là. Deuxièmement, en ce qui concerne les contraintes, elles sont principalement réglementaires, c'est ce qu'expliquait Guilin à l'instant. Heureusement ou malheureusement, ces changements à l'œuvre en fait ne sont pas optionnels. Donc on peut aller plus ou moins loin dans leur implémentation et dans la saisie des opportunités, mais l'open banking est une forme de contrainte réglementaire auquel il faut se conformer. La question, c'est quel est le coût de la conformité à ces contraintes? L'enjeu est de limiter ces coûts, évidemment, d'éviter des problématiques réglementaires en tant que telles, mais aussi, deuxième point, d'avoir des défis technologiques et humains qui sont maîtrisés. Bien entendu, plus la chaîne de valeur de la banque est agile et repose sur un socle technologique qui évolue rapidement, plus le coût de la contrainte diminue et par conséquent l'impact sur le COEX de la banque est favorable, ou en tout cas le moins défavorable possible. Troisième élément plus positif qui concerne les opportunités, et on a des exemples également en la matière, il y a une très forte opportunité de notre point de vue pour les banques de saisir au vol cette opportunité de l'open banking, et beaucoup le font, soit pour démarrer des lignes d'activité totalement distinctes, typiquement des offres de bank as a service, comme Easiness au sein de la Banque Postale, dont on parlera dans un instant. Deuxième opportunité, de faire davantage de revenus à fonds de commerce constant et business model constant. Donc, distribuer des services extra-financiers, par exemple, en mode plateforme, permet d'augmenter le PNB moyen par client, le revenu moyen par client, par un système de commissionnement qui est également très léger en fonds propres, ce qui est très intéressant pour le retour sur l'equity des banques, avec une expérience client accrue de la même façon et une stickiness, un taux d'activation forcément plus important. Alors, si on regarde rapidement quelques exemples concrets qui sont issus de notre, on va dire, booklet commun de use case, on a choisi sur les risques de concurrence de regarder 3 exemples qui témoignent des risques en ce qui concerne la banque au quotidien, d'une part, d'autre part, les risques en ce qui concerne l'émergence de nouveaux business models associés au monde des paiements dans le contexte de l'open banking, et enfin, la transformation du paysage concurrentiel dans le contexte du crédit qui était jusqu'alors perçu comme davantage protégé par les acteurs bancaires. Donc, si on prend l'exemple d'Helios,
dans le domaine de la banque au quotidien, ce qu'on trouve intéressant, c'est qu'en réalité, avec assez peu de moyens, alors tout est relatif, bien entendu, mais Helios, en levant un peu moins de 15 millions d'euros, en opérant ces opérations avec une petite équipe d'une dizaine de personnes, a été en capacité, en quelques années, de construire une véritable néobanque avec 30 000 clients, un cycle d'acquisition assez rapide de plus de 2000 clients par mois et une offre finalement assez complète qui combine des produits cœur autour du compte, autour de la carte, mais aussi la distribution de produits tiers dans l'univers de besoins autour de l'ESG et du green. Et donc, toutes les offres au sein de l'écosystème d'Helios sont parfaitement cohérentes avec ce qu'expliquait Guilain. Donc, vous avez accès à un certain nombre de services qui n'ont rien à voir avec la banque, mais qui sont dans l'écosystème d'achat associé à la banque verte. Alors, ce qui est très intéressant, je pense, c'est que là où, par le passé, pour lancer une offre de banque digitale, il fallait être très gros et avoir des moyens colossaux de plusieurs dizaines ou centaines de millions d'euros avec des contraintes régulatoires très très fortes, aujourd'hui, en quelques mois, en quelques années, par le biais d'un écosystème de partenaires agrégés autour du core banking, autour de l'émission et du processing de cartes, autour de la fraude et de l'anti-blanchiment, en fait, on peut avoir une banque digitale au meilleur standard entre guillemets, à coût de production nettement plus faible que par le passé. Et donc ça, c'est un véritable risque pour les banques de faciliter le grignotage des marges et des volumes sur la banque au quotidien. Le deuxième élément que je mentionnais à l'instant, c'est que l'open banking dans le domaine du paiement, en facilitant pour des tiers les mouvements et les flux entre différentes relations de commerce, des marchands, des acheteurs, des banques, se sont engouffrés dans cette brèche un certain nombre de spécialistes du paiement qui viennent quelque part priver les banques d'un certain nombre de flux. Donc, si on prend l'exemple d'SSP, qui est un prestataire de services de paiement français, qui est le leader du Pay by Bank, donc qui offre en fait à ses marchands, Club Med, Bricoman, Ikea, etc., la possibilité finalement de collecter en leur nom auprès des acheteurs l'argent qui est dû aux marchands et de le reverser ensuite aux marchands avec tout un système de paiement en plusieurs fois, etc. Et donc, quelque part, ces flux qui sont capturés par SSP et reversés aux marchands ne sont plus, par définition, captés par la banque et la marge qui est prise par SSP est une marge qui n'est pas prise par les acteurs traditionnels. Donc, typiquement, le paiement instantané qui vient faciliter cette mutation des services de paiement et de l'open banking dans un contexte de paiement marchand, bah, finalement, on se rapproche d'un système de paiement similaire à celui d'une carte dans ce contexte-là. Et donc, les business models sont davantage tournés dans ce contexte-là autour des marchands et de la monétisation du paiement marchand plutôt que sur la monétisation d'un virement instantané pour un particulier, par exemple. Donc, dans l'ordre, on va dire, de la facilité de disruption et d'ordre décroissant de barrières à l'entrée, on avait historiquement le crédit qui était le plus protégé, le paiement intermédiaire et la banque au quotidien, évidemment, le plus accessible. Alors, ce qu'on observe à Evency comme Scalib depuis quelques mois ou années, c'est également une émergence assez forte d'acteurs non bancaires dans le domaine du crédit. Alors, tout ça est évidemment catalysé par l'open banking, qui facilite en fait l'élément clé dans le crédit. Globalement, dans le crédit, il faut savoir faire de l'origination qui repose essentiellement sur de l'expérience client. Ça, les acteurs innovants ont toujours su le faire depuis plusieurs années. Mais les deux éléments clés qui manquaient aux fintech, de façon très générale, en tout cas aux acteurs non bancaires, c'est un, le score, qui était la propriété des banques, et deux, l'accès à un bilan. Sur le score, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que dans le contexte d'open banking, et c'est le métier par exemple d'Algone, Algone est en capacité de produire un score en allant récupérer les données des comptes en banque des clients et de produire ce score sur la base des habitudes de consommation liées à ces comptes. Les résultats aujourd'hui sont formels. Quand on regarde la proposition de valeur d'Algone, concrètement, alors évidemment, c'est en fonction du contexte, mais Algone est capable de produire des scores qui fonctionnent
avec des taux d'acceptation de crédit qui sont 40% plus élevés qu'avec d'autres scores à coût du risque constant. Donc ça, c'est une transformation fondamentale dans la façon dont différents acteurs peuvent distribuer du crédit sans avoir l'historique des banques en matière de scoring. Si on passe maintenant aux opportunités induites par l'open banking, on va faire un petit focus rapide sur le modèle plateforme, qui est une opportunité d'extension de valeur pour les banques, et tout ça pour s'insérer dans les moments de vie et usage des clients. Le modèle plateforme permet aux banques, l'un des enjeux, c'est de dégager des revenus complémentaires via des commissions d'apporteurs d'affaires. Ensuite, le modèle plateforme permet de couvrir un périmètre large de produits au-delà des services financiers, et on le voit sur le schéma de droite. On voit des comptes, cartes, paiements, épargne, crédit, jusqu'à des produits qui n'ont rien à voir avec la banque. L'objectif de tout ça, c'est pour des acteurs bancaires ou non bancaires, c'est de pouvoir lancer de nouveaux produits, de nouvelles offres, de nouveaux services avec un time to market accéléré. Pourquoi lancer de nouvelles offres et de nouveaux produits? Donc, je l'ai dit, c'est dégager des revenus complémentaires, mais c'est surtout pouvoir s'insérer dans les moments de vie clés de leurs clients et répondre aux principaux usages et aux principaux pain points rencontrés par les clients sur leur parcours. Typiquement, si on prend un exemple sur lequel on a travaillé avec un acteur de l'assurance, c'est sur le parcours d'accession à la propriété. C'est un parcours qui est, pour la clientèle telle, un parcours qui est assez angoissant, notamment lorsque c'est la première fois, avec des étapes clés de je me constitue un apport jusqu'à l'emménagement dans le bien acheté. Il y a tout un certain nombre d'étapes avec de nombreux pain points et de nombreux stress pour la personne qui va acquérir le nouveau bien. C'est qu'est-ce que je fais si je n'ai pas d'apport? Et donc les banques, là, ou les acteurs financiers, peuvent proposer des services pour aider et donner des conseils aux clients sur la manière de se constituer un apport. Et donc ça peut passer soit via des offres internes, soit en nouant des partenariats avec des acteurs pour placer l'argent et donner des conseils sur du coaching financier. Ensuite, il va falloir trouver le bien. Et c'est compliqué de trouver un bien, notamment dans la tension du marché de l'immobilier actuel. Et donc là, c'est aider, accompagner son client dans l'identification d'un bien qui répond à ces critères. Et donc, ça peut être des partenariats avec des acteurs professionnels de l'immobilier ou autres, internaliser cette offre en interne. Ensuite, on va avoir l'acquisition de biens avec la recherche de financement. Et donc là, c'est plutôt l'apanage des banques de faire ça. Mais il y a aussi, pour les revenus, les ménages à faible revenu, il va y avoir tout ce qui est autour du garant. Et donc, on a des fintechs qui s'insèrent dans la chaîne de valeur pour être caution et garant des ménages dans l'acquisition d'un bien immobilier. Ensuite, il va falloir chercher un notaire. Ensuite, et à chaque fois, il y a des étapes sur lesquelles le client est un peu perdu face au marché. Donc, chercher un notaire, rénover son bien et notamment accompagner dans la transition énergétique, emménager dans le bien, donc trouver un déménageur, et ensuite, in fine, le revendre et trouver quelqu'un qui va aider à revendre. Et donc, sur toute cette chaîne de valeur, la banque peut proposer des produits et services, soit en propre, soit en partenariat avec des acteurs qui peuvent être financiers ou non financiers. L'enjeu pour les banques, c'est de dominer la relation client et d'être plutôt à l'origine du besoin et du moment de vie du client. Et donc, détecter au plus tôt le besoin et être le financeur in fine. Parce que tout ce parcours qui va être travaillé par les banques, et on peut le faire sur un peu tous les parcours et les moments de vie du client, c'est de capter le client au plus tôt et de capter de la donnée complémentaire. La banque a tout intérêt à faire mener ce type de réflexion, et elle est tout à fait légitime pour proposer des services et des produits sur l'ensemble des moments de vie du client, car c'est un tiers de confiance et qui est reconnu par le client et qui a une capacité à l'accompagner sur la durée.
En revanche, les prérequis pour mettre en place ce type de parcours, c'est d'avoir, et c'est là où on va passer le lien avec Scalit, c'est de disposer d'une plateforme qui soit ouverte, moderne et modulaire, dans lesquelles on puisse intégrer simplement et avec un time to market extrêmement rapide des produits et services, et pour que cela soit transparent pour le client via des parcours sans couture. Les banques sont généralement confrontées à un ICI legacy qui les empêche d'aller rapidement sur ce type d'offre ou de proposer des parcours vraiment sans couture où le client sera dans les tunnels de souscription de la banque et ne sortira pas de ces tunnels de souscription. Si on se focus sur quelques exemples, on a fait le choix de montrer deux grands exemples. Un exemple de banque traditionnelle avec CIC et le partenariat avec Bouygues, où CIC, acteur bancaire, propose à ses clients un forfait mobile avec des conditions avantageuses avec un acteur comme Bouygues. Ce qui est intéressant à regarder ici, c'est que quelle est la légitimité pour CIC de proposer un tel service? Justement, c'est son rôle de tiers de confiance et d'accompagner sa clientèle dans la proposition de services qui peuvent être à valeur ajoutée pour elle. Ensuite, l'exemple qui est très intéressant, c'est l'exemple de Conto qui adresse le marché des professionnels et qui a une offre de base assez limitée qu'elle a lancée avec un partenaire qui était Trésor. Son objectif, c'est d'accompagner la clientèle professionnelle, dans un premier temps plutôt les micro-entrepreneurs et les petits pros, et d'enrichir son offre pour aller accompagner les clients dans la durée. Et pour cela, ils sont allés chercher des partenaires sur l'ensemble de la chaîne de valeur de leurs clients pour accompagner leurs clients dans leur croissance et dans leur moment de vie. Autour des paiements, avec notamment pour les commerçants, avec des solutions de TPE, autour des crédits pour accompagner leurs clients dans leurs investissements, mais aussi dans le financement de leur BFR, avec des solutions de financement court terme comme Silver, De facto ou la facturage avec Edbex. Sur les placements et trésoreries, pour aider les trésoriers ou le chef d'entreprise à placer sa trésorerie, etc., etc. Une fois qu'elle a complété son offre avec un ensemble de partenaires, elle s'est aussi penchée sur les pain points des entrepreneurs et des professionnels. Les professionnels, leur objectif, c'est de vendre des services ou des produits, mais un constat qui est fait et qui a été fait par Conto, c'est que tout ce qui était gestion de l'entreprise, gestion financière, mais aussi toute la gestion de l'entreprise prenait beaucoup de temps aux entrepreneurs et aux professionnels. Et donc, en tant que tiers de confiance, elle s'est dit, OK, mais les professionnels passent beaucoup de temps à enrichir leur offre de produits et services, à gérer leur entreprise, et donc je vais enrichir mon offre de produits et services avec des partenariats avec des acteurs parabancaires, généralement qui ont en lien avec la gestion des flux, comme la comptabilité, la finance, mais aussi extra-bancaires, pour aider le gestionnaire dans l'entreprise à gérer son entreprise sur les aspects RH, sur les aspects juridiques, etc. Et donc, elle a complété pour accompagner de bout en bout la clientèle professionnelle. Et on voit que maintenant, la plupart des banques traditionnelles mènent des réflexions pour compléter leur offre à l'image de ce qu'a pu faire Conto. Ensuite, si on passe sur un nouveau modèle, sur un nouveau mode d'opportunité, nous avons le modèle BaaS. Le modèle BaaS qui permet à des acteurs qui ne disposent pas d'agrément bancaire de lancer des produits et services bancaires en s'appuyant sur la licence d'un tiers. Ce modèle a naturellement été utilisé par les néobanques, qui a été au début l'apanage des acteurs BaaS comme Trésor, Explains et autres. Et ce qu'on voit, c'est que les use cases sont encore assez nombreux,
avec une spécialisation des acteurs fintech et néobanques autour de verticales métiers. Donc, on l'a vu tout à l'heure avec Helios sur le green. On le voit sur les banques jeunes, etc., mais aussi avec un élargissement de la proposition de valeur autour des services autres que le compte et la carte de paiement. Et les use cases et les sources de nouvelles opportunités sont encore nombreuses, notamment avec l'embedded finance, où des acteurs bases vont pouvoir accompagner des acteurs non financiers à optimiser leur parcours et leurs services avec la proposition de services financiers, de comptes et paiements. Donc, on le voit avec les outils de gestion de trésorerie, les outils de gestion de comptabilité, mais aussi tout acteur qui souhaiterait optimiser un produit et un service avec un compte et un paiement. Donc, les opportunités sont encore très nombreuses. Et encore une fois, pour les banques traditionnelles, il faut qu'elles mènent ces réflexions pour à la fois utiliser ces services basses et lancer des offres de services basses pour qu'elles jouent un rôle de laboratoire d'innovation et notamment pour lancer des offres innovantes et avec un time to market rapide, mais aussi pour rentabiliser leur chaîne de production et mutualiser les coûts upsiting. Alors, si on regarde un exemple et un succès de move d'établissements financiers traditionnels en la matière, la Banque Postale a fait le choix d'être pionnier en la matière, donc dès l'apparition de la DSP2, a fait le constat que, la réglementation allait imposer des évolutions en termes d'open banking de plus en plus structurantes, que 2, des acteurs tiers allaient prendre des parts de marché en matière de flux, et que 3, il y avait par ailleurs une opportunité de saisir une partie de ces parts de marché dans le domaine du bank as a service. Finalement, pourquoi laisser Trésor, Solaris, Swan ou d'autres capturer des revenus alors que la Banque Postale a les compétences en matière réglementaire, la marque, ainsi qu'un certain nombre de capabilities et de légitimité pour offrir à des agents la possibilité d'accéder à leur plateforme. Alors, ce qui est très intéressant dans le modèle d'Easiness, c'est probablement la première fois que dans une grande banque française existe un modèle avec une double stratégie dite de factory digital pour le groupe La Banque Postale et La Poste. Donc, quelque part, Easiness, en tant que base du groupe, est un producteur de services de paiement et de services bancaires innovants pour le compte de son réseau de distribution, et d'autre part, d'une stratégie de conquête commerciale en propre pour amortir, d'une certaine façon, les coûts industriels liés au modèle d'Easiness. Quelques exemples, les grands bailleurs français qui sont clients historiques de la Banque Postale avaient un problème très simple qui est celui de la réconciliation des paiements des loyers des appartements en location avec la comptabilité et la synchronisation difficile entre des flux de paiement associés à des appartements et une comptabilité extrêmement complexe, puisqu'en réalité, quand arrivaient les flux, personne ne sait exactement quel est l'appartement, comment relier le lot avec une personne et un flux financier. Donc, ce problème qui peut paraître très simple, d'un point de vue informatique, était relativement compliqué à résoudre. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la solution, c'est quoi? C'est de créer autant d'IBAN qu'il n'existe de payeurs. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un IBAN virtuel. Et pour fabriquer un produit d'IBAN virtuel sur des socles d'informatique historique, c'est très compliqué, ça prend beaucoup de temps et ça coûte beaucoup d'argent. Donc, typiquement, dans le contexte de d'Easiness, qui repose sur une infrastructure moderne, la Banque Postale, via sa filiale Bank as a Service, était en capacité, en quelques mois, de fabriquer ce nouveau produit et de le distribuer par le biais du réseau de la Banque Postale à ses grands bailleurs. C'est un exemple de production innovant pour le compte du groupe. Exemple de monétisation de l'infrastructure moderne auprès d'une clientèle d'agents externes. Yavin, que vous connaissez probablement, donc les TPE
marchand nouvelle génération, donc avec une UX augmentée qui permet notamment de payer des pourboires dans des zones touristiques directement sur le TPE. Yavin est agent d'Easiness et repose sur l'infrastructure technique d'Easiness en tant que bank as a service pour son activité. Alors, quels sont les facteurs clés de succès d'une aventure comme celle d'Easiness dans le contexte qu'on évoque avec Guylain depuis le début de cette intervention? Bien évidemment, il faut être capable de produire des services aux meilleurs standards, et notamment dans le monde du temps réel. Si on reprend l'exemple des bailleurs sociaux que je viens d'évoquer, l'enjeu, c'est la réconciliation. Donc la seule façon de résoudre le problème de réconciliation, c'est le temps réel. Pour cela, il faut un système informatique temps réel. Deuxième élément, c'est la vitesse à laquelle une offre de ce type peut produire des nouveaux services. Pas se permettre, dans un marché qui évolue très rapidement, de sortir un nouveau produit tous les 2 ans. Il faut en réalité être capable de le faire en quelques semaines ou en quelques mois. Et pour ça, il faut se reposer sur une infrastructure agile, technique et modulaire qui permet en quelques semaines ou en quelques mois, pour les produits les plus complexes, de fabriquer et de distribuer en mettant en marché ces produits extrêmement rapidement et saisir les opportunités. Et donc, nous allons arriver maintenant au vif du sujet, sur le moment un peu dur pour les acteurs traditionnels. Ce qu'on observe sur le marché, c'est que les banques, elles sont conscientes des enjeux autour de l'open banking et du bank as a service. Mais leur modèle doit se transformer pour pleinement embrasser cette révolution. Ce qu'on observe, c'est que les acteurs traditionnels font face à un champ de contraintes qui est varié et complexe. Elles ont souvent un SI legacy qui les empêche d'aller rapidement sur l'innovation et de lancer rapidement des offres. Martin l'a expliqué là, avec le modèle Easiness, il faut aller vite. C'est un marché qui est mouvant, il faut aller vite. Et elles sont confrontées à une inflation de la dette technique et des coûts IT avec un empilement au fur et à mesure des années de couches et de couches et de couches et l'intégration de différents systèmes d'information qui affectent la performance des SI et les coûts de transformation et qui réduit leur capacité d'innovation. Il y a aussi souvent des cycles de décision qui sont souvent très longs au sein des acteurs traditionnels et qui accentuent en fait le retard que peuvent prendre ces acteurs traditionnels versus des acteurs, des nouveaux entrants qui sont très agiles et qui vont très vite et qui n'ont souvent pas ce problème de SI legacy. Ensuite, il y a souvent des organisations qui sont encore trop silotées, avec des organisations qui ne sont pas assez agiles et qui travaillent, avec des organisations SI qui travaillent dans leur coin sans partager et sans travailler ensemble sur des modèles et sur les produits et services innovants. Et il y a aussi une tension de marché sur les profils experts en digital. Et donc, les banques, elles doivent se transformer pour répondre aux enjeux de time to market et de maîtriser le cost to innov. Et donc, il y a 3 grandes stratégies, et ça, on va l'expliquer dans la suite document. Soit investir massivement pour réduire la dette technique, se digitaliser et se moderniser pour ouvrir son modèle de distribution et de gestion et ainsi profiter des opportunités d'open banking. Soit considérer l'apport de nouveaux entrants comme un levier de croissance, un levier d'innovation et la possibilité de réaliser des quick wins, ou soit étudier l'outsourcing IT Ops dans la logique BPO ITO ou voire basse, ou mutualiser les moyens avec d'autres acteurs de la place pour se focaliser sur les couches front et de distribution. Et c'est ça qu'on va essayer d'éclairer dans la suite du document. Merci Guylain. Alors, sur cette partie-là, on ne peut pas vous laisser partir sans rentrer dans le vif du sujet, comme le disait Guylain, et parler vraiment technologique, et ici un enabler de ces mouvances bancaires type open banking, mais pas que. Avant de rentrer dans les principaux défis business, un legacy, et je suis sûre que pas mal de personnes autour de notre audience traitent avec du legacy au quotidien. Un legacy, c'est quoi? C'est déjà une bonne solution. On risque d'étonner mes partenaires ici.
C'est une solution qui a fait ses preuves, c'est un scope fonctionnel extrêmement complet, c'est une solution robuste. Et pour certaines banques, notamment françaises, c'est des solutions qui tournent depuis plusieurs dizaines d'années. Est-ce que c'est une bonne solution qui s'inscrit dans cette mouvance bancaire, encore une fois, et dans ce contexte d'innovation accrue? On demande de plus en plus un time to market très court avec un cost to innove très bas. C'est là où les legacy trouvent leurs limites, en fait. Et donc, on est parti, Guilain a très extensivement parlé de tout ce qui est innovation et contraintes d'innovation qui ne sont pas permises par ces legacy. Il y a aussi ce côté infrastructure avec justement des legacy qui sont déployés on-premise où le cloud est très peu permis ou pas permis et qui ont leur impact aussi niveau coût et TCO qui peuvent représenter jusqu'à deux tiers de ce que coûte un legacy aujourd'hui d'après nos informations. Et c'est aussi tout ce qui est maintenance, la maintenance qui est pas mal appréhendée par certaines banques aussi, tous les 2 ans, assez lourde, et qui peuvent entraîner certaines disruptions, et je n'entends pas dans le bon sens, du business. Une fois qu'on a dit ça, changer de legacy, ce n'est pas une chose donnée facilement, on n'est pas obligé de transformer son legacy. Si on n'a pas envie d'innover. Voilà. Il y a certains signaux très forts de changement de legacy et de transformation qui sont, comme le disaient Martin et Guilain, imposés aujourd'hui par notre environnement. Je ne vais pas aller sur tout le slide, je vais surtout en citer 3. Le premier, et qui concerne surtout les banques et qui hérissent certains poils de banquiers, c'est tout ce qui est le volet réglementaire. Donc aujourd'hui, le sens de l'histoire nous dicte que la réglementation va de plus en plus vite, comme tout ce qui est innovation, et de plus en plus contraignante, et les banques doivent y répondre très rapidement. La DSP2, c'était le cas, ça s'est fait des insights qu'on a du marché, non sans douleur en banque. FIDA arrive en 2026-2027, qui pour moi, sur un horizon de temps bancaire et demain. Et donc, il faut que les banques s'arment avec des systèmes qui puissent les aider à se conformer à cette réglementation et aux besoins de réglementation. Et le mot assez essentiel ici, c'est rapidement. Chose que les legacy ne peuvent pas aujourd'hui, ne sont pas au rendez-vous sur cette promesse-là en tout cas. Le deuxième point, c'est la dette technique et surtout les coûts de la dette technique et l'incapacité, finalement, les impacts de cette dette technique sur la capacité d'innovation, d'offrir de nouveaux produits, de nouveaux services, et non seulement ça, mais également d'enrichir les services existants et les parcours clients existants. D'accord? Ça, on en a déjà parlé, j'y reviendrai pas. Et puis, le troisième aspect, c'est surtout la faculté, la capacité de s'interconnecter à un écosystème. Et ça, pour le coup, s'il y a bien un message à retenir sur les 15 slides qu'on a vus auparavant, c'est le sens de l'histoire, l'open banking, la DSP2, FIDA, on y arrive, on y est déjà. Et donc, finalement, accompagner ces banques dans cette mouvance, dans le sens de l'histoire, de manière assez fluide et assez flexible. Alors, on va faire une petite pause. Je pense que ça va faire du bien à tout le monde. Vous êtes avec nous depuis 9h30. On va lancer un petit sondage qui va venir aussi alimenter la suite de nos slides et les discussions qu'on aura notamment en Q&A. Comment tu... C'est toi qui... Ah oui, d'accord. Ok. Bonjour, c'est moi. Hop. Donc, normalement, nous avons partagé un sondage sur le chat. Si ça vous va, on vous laisse 3-4 minutes pour y répondre et on enchaîne sur le reste de nos discussions.
Donc ça répond. Super. Vous voulez qu'on clôture? Je dis on va laisser peut-être une petite minute supplémentaire. Je ne sais pas combien tu as de réponses, mais parce qu'on a lancé à 16, il est 17. Pas toute la... Bon, je sais pas, mais je pense qu'on peut y aller. On peut y aller? Allez. Ouais, ça fait 2-3 minutes aussi. Donc le principal, c'est les problèmes de time to market pour lancer de nouvelles offres. Bon, ça veut dire qu'on était complètement à côté de la plaque dans ce qu'on disait, c'est bien. Et ensuite, de manière assez égale, coût excessif du run, obsolescence, ouverture de systèmes insuffisants et difficultés pour digitaliser l'offre de l'institution. Merci d'avoir participé à ce sondage. Donc, moi, personnellement, ça me rassure. Donc, ce qu'on nous a raconté pendant 3 quarts d'heure vous parle complètement. Donc, ça, c'est une bonne chose. Ça serait peut-être assez pertinent de se concentrer sur certains points, notamment pour les gens qui ont répondu dans la session de Q&A, de pouvoir en discuter un peu plus amplement. Donc après cette très courte pause, moi je vais enchaîner sur l'alternative au legacy. Aujourd'hui, c'est quoi? Il y a à peu près une dizaine d'années, hein, il y a une cohorte de nouveaux core banking qui sont nés. Il y en a des plus récents, mais en tout cas, la source vient de là, de ce qu'on appelle des core banking nouvelle génération, avec justement ces technologies modernes et modulaires dont on a déjà discuté, et qui finalement trouve tout son sens dans un contexte d'open banking, d'innovation. Et je ne vais pas citer toutes vos réponses du sondage, mais aussi de time to market et de digitalisation des services. L'essence même de l'open banking, c'est cette capacité à orchestrer un écosystème, et non seulement ça, mais bien sûr de faire partie d'un écosystème beaucoup plus large pour enrichir les services ou proposer, d'ailleurs les offres, ou proposer de nouveaux. C'est là qu'un socle technologique et moderne en fait vient à point, si j'ose dire, avec justement cette infrastructure cloud. Mais ça, à la rigueur, c'est pas la force première de ce que c'est qu'un core banking nouvelle génération. C'est surtout une structure complètement apaisée, hein. Donc les nouveaux corps bancaires aujourd'hui sont 100% apaisés, ce qui facilite également l'intégration à cet écosystème et donc le déploiement de projets d'open banking FIDA demain assez facilement. C'est également le temps réel dont on discutait. D'ailleurs, certains corps nouvelle génération, comme le nôtre, ne connaissent que ça, le temps réel, ne savent pas faire autre chose. Et bien sûr, cette évolutivité, on a parlé de tout ce qui est dette technique et de tout ce qui est maintenance. Il n'y a plus cette appréhension tous les 2 ans et cette accumulation de dettes techniques. Et on traite avec une solution qui est finalement en évolution constante sur des systèmes de continuous delivery et continuous deployment. Bien sûr, chaque corps bancaire a son propre rythme, mais clairement, je vous assure, ce n'est pas 24 mois. La tech pour la tech, c'est pas le but de ces corps bancaires nouvelle génération non plus. Cette infrastructure et cette architecture a été pensée au service du business. On a parlé déjà du time to market, on parle de projets de 2 ans. Alors, nous on revient de roadshow dans certains pays. On nous parle de projets de transformation qui ont duré 10 ans. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas sur cette nouvelle cohorte de corps bancaires nouvelle génération. Il y a bien sûr, et j'en ai parlé, tout ce qui est coût et total cost of ownership qui viennent respecter une certaine logique opérationnelle et un certain business model et tout ce qui est logique d'évolutivité, on sort
complètement du paradigme de technique et maintenance. Aujourd'hui, les enjeux de l'adoption du core banking nouvelle génération, ils sont de trois ordres. Donc, un modèle opérationnel plus rentable, clairement, avec un pricing ou une tarification qui vient s'insérer dans le business model, des clients de ces corps bancaires nouvelle génération et qui va respecter une certaine croissance. C'est-à-dire que quand l'activité croît, la tarification qui est appliquée par ces corps bancaires ne vient pas plomber cette croissance, mais vient accompagner cette croissance dans un objectif de lissage de coûts. Ce qui aussi vient profiter au TCO global de la solution, du déploiement de la solution. Bien sûr, il y a les économies d'échelle permises par le cloud, mais ça, je laisserai Martin y revenir dans tout ce qui est risque et mitigation de ces risques-là, et je ne vais pas revenir sur les coûts de maintenance et la dette technique. Un modèle de business enrichi par la plateformisation, je vais y arriver, dans une logique d'open banking, dans une logique de FIDA demain, avec tout ce qui est orchestration, distribution, dans une configuration plug and play qui va venir accélérer le time to market. Le time to market n'est pas seulement accéléré par cette logique de plug and play, elle est aussi accélérée par une logique de configurabilité très avancée de la plateforme, d'ailleurs, qui va finalement positionner ces corps bancaires dans une approche configuration over customization. Voilà. Ou par exemple, alors je vais parler de quelque chose que je connais, sur notre solution, on a une configuration extrêmement avancée sur tout ce qui est KYC et onboarding client qui va nécessiter zéro en fait développement spécifique supplémentaire. Et puis, le troisième enjeu qui est non des moindres, c'est tout ce qui est développement de nouveaux services. Le banque as a service comme fer de lance du core banking, et c'est vrai que les banques françaises ont été assez timides initialement avec la DSB2 à lancer ce genre de service. La Banque Postale étant l'un des premiers à l'avoir lancé, surtout à l'avoir lancé natif. Les autres banques ont fait le choix d'acquérir de nouveaux services, ces nouveaux services-là de banque as a service. Mais pas que, en fait. Il y a aussi cette capacité à lancer de nouvelles banques digitales ou de nouvelles offres, de nouveaux services qui sont annexes aux services ou offres qui sont déjà présentés par les banques actuellement. Bon. Une fois qu'on a dit ça, le tableau il est dressé, il fait très beau, mais une transformation, c'est long, ça peut être fastidieux et ça vient avec des risques. D'accord ? Donc nous, on est parfaitement conscients que c'est des projets qui ne seront pas du jour au lendemain et qu'il y a une certaine préparation, notamment en stratégie IT, à avoir là-dessus, avec des risques associés. Il y a différents scénarios de modernisation du core banking. Et ces différents scénarios viennent s'inscrire en fait dans une appétence de risque de l'établissement, premièrement, parce qu'il y a des scénarios où certaines banques vont privilégier par exemple le Big Bang. Généralement, c'est des banques qui sont de plus petite taille. Nous, on a un client qui a préféré cette approche-là. Donc, c'est une appétence de risque assez propre. Moi, je veux surtout me concentrer, si vous voyez la colonne de gauche sur le volet stratégie, sur tout ce qui est enjeu d'innovation et de croissance, parce que c'est un peu le cœur de notre discours aujourd'hui. Et je vais plutôt me concentrer sur les trois scénarios à fort. D'accord ? Donc, quand on a un enjeu d'innovation, de croissance très fort et de captation de nouveaux relais de croissance extrêmement fort, il y a trois finalement stratégies possibles en termes de transformation, de modernisation de core banking. Le premier étant tout ce qui est speedboat. Et d'ailleurs, on l'a testé dans la vie réelle avec un de nos clients qui est la Caisse d'épargne de France, qui lance une banque sur 3 pays qui sont le Benelux, de corporate, et où le projet a duré 12 mois. Et là, en fait, ils ont décidé de découpler finalement ce projet de lancement de nouvelles néobanques corporate de leur système legacy, bien que cette nouvelle banque corporate est complètement arrimée à des usines BPCE.
Donc ça, c'est finalement l'approche la plus rapide et celle qui va garantir le time to market le plus simple avec le minimum de risque. Après vient la transformation progressive et composable et la migration Big Bang. La transformation progressive et composable, elle est davantage conseillée pour une rénovation, on va dire, un peu modulaire de tout ce qui est offre et services, avec bien sûr la tenue de compte qui vient dernier, vu que c'est le cœur de l'offre de toute institution financière aujourd'hui. Après vient la migration Big Bang. Encore une fois, c'est une appétence au risque qui, elle, en fait, est plutôt conseillée pour des établissements de plus petite taille, mais qui engendre le plus de risques en termes de stratégie. Martin, si tu veux enchaîner sur les risques, justement. Absolument. Bon, en réalité, la première étape, ce que Lina décrivait, consiste à dire quelle est la cible. Que nous apporterait dans un monde idéal, si on avait une baguette magique, le passage à une replatformisation complète d'un point de vue fonctionnel, d'un point de vue expérience client, d'un point de vue expérience back-office et d'un point de vue structure économique. La deuxième question, qui est ce que Lina a abordé également, comment on fait et comment on fait? On peut définir un plan, mais les plans sont confrontés ensuite à la réalité, et la réalité est pavée d'un certain nombre de risques. Et donc, il est très important, dans ces contextes de transformation, de mapper ces risques et d'être capable de les mitiger. Je m'arrêterai sur deux enjeux particuliers dans le contexte de transformation de core banking. Le premier enjeu, c'est le défi de la couverture fonctionnelle. Ce que disait Lina tout à l'heure est tout à fait juste. Donc, on emploie le terme legacy d'un point de vue, on va dire, vocabulaire pour simplifier le discours. La réalité, c'est que ces solutions historiques, qu'elles soient internes ou externes aux banques, sont extrêmement riches d'un point de vue fonctionnel, ont été développées sur plusieurs décennies et donc répondent à la plupart des besoins et des fonctionnalités nécessaires pour une banque. Pas forcément les nouveaux usages, mais il y a un certain nombre de use cases qui sont couverts. Bien entendu, en tout cas au démarrage, les core banking de nouvelle génération n'ont pas une couverture fonctionnelle qui est aussi large. Alors, il y a deux mitigants à ce risque. Le premier, c'est par choix, on est convaincu qu'il est nécessaire de sortir des approches tout intégrées, one-stop shop, software, service, de bout en bout, front to back, avec tous les produits. On ne peut pas être bon partout. Ça, c'est la première conviction. Et la deuxième, c'est que cette concentration, dans un contexte d'externalisation partielle ou totale, génère un risque de concentration technologique qui, en particulier à l'heure de DORA, devient de plus en plus problématique. Donc, la modularité et le choix d'un écosystème best of breed, où on vient finalement intégrer, alors pas 15 univers de besoins, mais probablement 2, 3 ou 4 univers de besoins technologiques, permet finalement de remplacer l'IT historique, non pas par un acteur de core banking génération, mais par un acteur de core banking génération qui vient orchestrer un écosystème de spécialistes dans le domaine de l'anti-money laundering, dans le domaine des cartes, dans le domaine des fronts, dans une démarche best of breed. Le deuxième élément, c'est le degré de configuration. Avec les mêmes lignes de code, on est capable d'adresser un nombre de use cases beaucoup plus important. Je donne l'exemple de Scalit. Nous, on a une seule code base. Tous nos clients exploitent la même code base. Et cette même code base qui est déployée chez 30 de nos clients couvre des use cases qui vont de la banque digitale africaine à très forte croissance au PSP lituanien, en passant par la banque tier 1 française de plein exercice. Évidemment, il y a tout un catalogue, tout le monde n'utilise pas exactement la même chose, mais le degré de configurabilité de la code base et des produits permet de fabriquer des use cases au coût marginal. Le deuxième enjeu, c'est le défi du cloud. En fait, l'enjeu du cloud, c'est la mutualisation fonctionnelle et la mutualisation économique. Si on fabrique quelque chose pour un client, ça coûte 10. Ça, c'est le service, la customisation. Si on fabrique quelque chose qui coûte 10 pour 10 clients, ça coûte 1. Finalement, le cloud et la mutualisation software as a service, c'est ça. Alors, nous, le choix qu'on fait,
pour échapper aux risques et aux défis du cloud public autour de la propriété des données, de la localisation des données, et notamment du Cloud Act sur les clouds américains dans un contexte d'Union européenne, c'est d'avoir une logique de cloud privé. Dit autrement, chacun de nos clients a sa propre instance avec un hébergement redondé en Europe sur le territoire de l'Union européenne. Premier point. Et deuxième point, se diriger vers le cloud agnosticity, dit autrement, être en capacité de déployer de la même façon, avec les mêmes bénéfices d'évolutivité, soit dans le cloud opéré par Scalit, OVH ou un autre, soit dans le cloud privé de la banque, opéré dans sa propre infrastructure, dans le respect du continuous delivery. C'est ce qu'on a fait notamment dans le contexte du groupe BPCE avec la Caisse d'épargne de France, où tous les 2 mois, on vient déployer dans le cloud privé du groupe BPCE. Alors, les points clés à retenir en 2 mots, d'un point de vue stratégique d'une part et d'un point de vue technologique d'autre part. D'un point de vue stratégique, de notre point de vue collectif, il est crucial de mettre ces enjeux d'open banking au cœur des plans d'affaires. La trajectoire évoquée ici n'est pas une composante du plan stratégique, mais probablement le cœur du plan stratégique. Dans ce contexte-là, et ce n'est pas valable évidemment dans tous les établissements, mais les stratégies incrémentales type more of the same, un peu plus de ceci, un peu plus de cela, ne sont plus forcément adaptées. Et notre conviction, c'est que va venir le temps des stratégies de rupture dans le domaine bancaire avec des lancements d'offres radicales, des réductions de périmètre, des redéploiements sur d'autres activités et des démarches de collaboration en rupture par rapport au modèle historique. Deuxième volet, c'est le volet technologique. Remettre l'IT et la technique au cœur des plans d'affaires et ne plus considérer les usines informatiques comme un simple sujet de coût. Les plans stratégiques liés à l'IT ne sont pas des plans de cost-cutting, mais sont des plans joints avec la stratégie et le métier pour définir les meilleures chaînes de valeur, les meilleurs outils technologiques au service d'une stratégie donnée. Donc plus que jamais, notre point de vue, c'est qu'il est grand temps de mettre les CTO, les CEO et les patrons de business autour d'une même table pour définir un plan d'affaires plus ou moins en rupture avec la réalité d'aujourd'hui et avoir une modélisation business plan, coût-revenu intégré et éviter cette démarche de revenus d'un côté, avec une démarche commerciale dans le réseau ou autre, et de l'autre, des plans de réduction de coûts ou autres, et d'avoir plutôt une véritable démarche intégrée de transformation. En réalité, les banques aujourd'hui ne doivent pas d'un côté maintenir les revenus et baisser les coûts, elles doivent augmenter les revenus tout en diminuant les coûts. La seule façon d'augmenter les revenus tout en diminuant les coûts, c'est de transformer. Et pour transformer, il faut faire collaborer le métier avec l'IT. On a fait le tour de notre présentation et juste pour revenir sur ce que tu disais, Martin, on a un peu dépassé, donc je vais être assez rapide. Je suis tout à fait en phase avec cette notion de devoir réfléchir métier et IT sur la stratégie d'entreprise. Et c'est ce que nous, on pousse au travers des stratégies informatiques et schémas directeurs informatiques, où il faut partir des besoins métiers pour voir sa déclinaison sur l'évolution de l'IT. Et pas faire son plan IT d'un côté et le plan métier de l'autre. C'est vraiment un modèle de coopération entre l'IT et les métiers et qui est propre notamment aux nouvelles méthodes de travail avec l'agilité et autres. Et c'est un primordial selon nous. On va maintenant conclure cette présentation. Je vais regarder s'il y a des questions sur le chat. Pour cette séance de Q&A, on a très légèrement dépassé. Donc, il y a une question posée par Théo. Est-ce qu'une plateforme comme ceci est personnalisable? Possibilité de développer des fonctionnalités custom sur les calculs d'intérêt, par exemple? Alors, je vais laisser, oui. Donc, il y a deux façons de personnaliser la plateforme. La première façon, c'est d'utiliser un outil qu'on commercialise aux bornes de notre plateforme qui s'appelle Scalit Process Automation, qui est un outil de low-code, no-code,
et qui permet en fait à nos clients, sans avoir à coder ou très peu, de spécifier un use case dans leur contexte en appelant les données liées à l'API. Je donne un exemple, si vous avez un produit d'épargne dans lequel vous voulez avoir une règle d'intérêt qui dise mon client peut choisir à sa main de verser la moitié de ses intérêts à la Croix-Rouge ou autre, eh ben, vous pouvez le faire en utilisant SPA. Donc nous, notre moteur de saving, il vient calculer les intérêts. Ces données sont appelables par API. Ces données sont manipulables par le biais de l'outil Scaled Process Automation. Et par conséquent, le client à sa main, en tant que back-end user, peut venir spécifier le use case dans son contexte sans avoir à développer. Ça, c'est la principale réponse en termes de customisation. La deuxième, et en particulier en ce qui concerne les front-end, de notre point de vue, l'enjeu de customisation est essentiellement un enjeu d'expérience client et de visualisation des fronts par les clients finaux. Et ça, c'est quelque chose qu'en règle générale, on laisse à la main de nos clients, puisque c'est eux qui contrôlent la marque et l'expérience qu'ils doivent fournir à leurs clients finaux dans des contextes B2C ou B2B. Juste pour compléter la réponse de Martin, aujourd'hui, tous nos modules sont construits dans une cinématique extrêmement précise de configurabilité extrême. Et c'est ce que je disais un peu plus tôt, de configuration over customization pour permettre en fait une prise en main complète des institutions financières de notre solution et surtout d'accélérer le time to market. Alors, il y a une question de Jonathan sur l'IA. Et l'IA, dans tout ça, dette technique et innovation, la data devient le nouvel or, quid des différents modèles. Alors, dans le domaine de l'IA, de notre point de vue, il y a un sujet principal qui est que les modèles d'IA, en réalité, sont fournis par un certain nombre de prestataires. Quel est l'enjeu ? L'enjeu, c'est d'accéder à une donnée propre, structurée et manipulable. Et ça, dans le contexte de l'IT legacy, c'est un énorme problème, puisqu'en réalité, les données, alors je n'irai pas jusqu'à dire qu'on ne sait plus exactement où elles sont, parce que ce n'est pas aussi extrême, mais avoir accès à un data lake bien structuré sur des données clients qui puissent être manipulées par des modèles type LLM, c'est un véritable enjeu. Donc l'intérêt d'utiliser des infrastructures modernes, qu'elles soient internes ou externes, c'est d'avoir accès à une donnée structurée qui va être exploitable beaucoup plus facilement par des modèles d'IA. Et ensuite, donc ça c'est sur les inputs, la manipulation de ces données ordonnancées par un modèle d'IA. Et ensuite, les outputs de l'IA, faut-il encore être capable d'en faire quelque chose? Donc on a eu un dialogue par exemple avec Bain, qui a une thèse très forte sur la sensibilité prix dans la banque de détail et l'utilisation des modèles d'IA pour venir spécifier dans les contextes des clients les modèles de pricing. Une fois qu'on a les recommandations par client en termes de pricing, faut-il être en capacité, de façon rapide et agile, d'appliquer sans erreur ces différents modèles de prix à la clientèle segmentée. Et donc, la combinaison entre une approche d'IA et un core banking permet à la fois d'orchestrer les inputs pour arriver à la recommandation du modèle, mais aussi en aval de la recommandation, être en capacité d'implémenter la recommandation du modèle par le biais d'une chaîne et d'un workflow qui est prévu pour. Orchestré par SPA. Absolument. Et le deuxième élément qui est très important aussi dans l'IA, pour finir la réponse à Jonathan, c'est que l'IA va être également un enabler de développement, alors pour nous, en tant que provider. Et donc, notre but, c'est de rendre l'accès à l'informatique bancaire dans la durée la moins chère possible, avec un niveau de qualité qui va ne faire que croître. Donc, nous, compte tenu de la façon dont on développe et de l'organisation moderne de notre software factory, on intègre, nous aussi, de plus en plus, et on va le faire de façon grandissante, des techniques de développement qui reposent en partie sur l'intelligence artificielle, avec des outils comme Copilot, par exemple. Et donc, notre coût déporté d'évolution du logiciel va baisser, notre cost of manufacturing va baisser, et donc tout ça va continuer d'avoir un effet déflationniste sur les coûts de l'IT pour les banques dans un contexte de qualité croissante. C'est vraiment les deux axes qu'on voit dans le marché. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, il n'y a pas d'autres questions. J'ai eu des problèmes d'affichage. Sinon, on va répondre à ça. Il est 10h41, on a un peu dépassé. Ce que je vous propose, c'est de conclure sur ces mots
Et merci à tous d'avoir participé à ce webinaire et on espère vous revoir très vite. Au revoir à tous. Merci, bonne journée. Il y a une petite question sur les coûts. Allez, Il y a une petite question sur les coûts qu'on a. zut. Tout en haut. Quand on choisit une plateforme, on devient lié techniquement et financièrement complètement à celle-ci. Comment se prémunir d'augmentation tarifaire annuelle? Ça, c'est une Affichez plus. qui viendrait réduire l'intérêt de ce choix et l'indépendance. Alors, donc merci Dominique pour cette question. Je pense qu'il y a deux éléments de réponse. La première, c'est nous, on souhaite justement sortir d'un modèle où nos clients sont, entre guillemets, positivement ou négativement prisonniers de ce qu'on fait. Donc, le risque de dépendance vis-à-vis de Scalit, on souhaite qu'il soit le plus faible possible. Dit autrement, on ne va pas prendre en charge forcément le bout en bout. Donc ça, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure sur la composabilité. Donc, quelque part, on devient plus facilement remplaçable qu'autrefois. Évidemment, ce n'est pas ce qu'on souhaite. On souhaite que nos clients passent leur vie avec nous, mais on souhaite qu'ils passent leur vie avec nous par choix et non pas parce qu'ils ont peur des coûts du divorce. Donc ça c'est la première chose. C'est d'organiser techniquement l'alternative et la réversibilité en découpant également les briques logicielles de façon à que des tiers soient autour de nous dans ce contexte. Le deuxième élément, c'est il faut un contrat. Donc ça, c'est assez classique, qui définissent les termes et surtout avoir un alignement d'intérêts qui repose sur un modèle de pricing qui est en rupture par rapport au modèle historique. Donc nous, concrètement, la façon dont on gagne de l'argent, c'est pas avec les frais d'implémentation, c'est pas non plus avec les services, mais c'est avec le modèle d'abonnement dans la durée. Et donc, ce changement de paradigme de pricing, il induit un alignement d'intérêts beaucoup plus fort qui fait que quelque part, on va grandir avec notre client et on va capter de la valeur en même temps que le client en captera de lui-même. Et donc ça, c'est extrêmement important, ce qui fait que le coût prêt de la renégociation et de l'upgrade tous les 5, 6, 7 ans avec en face des coûts de service pour faire des change requests qui ne font qu'augmenter, dans notre monde à nous, il n'existe pas puisqu'on est dans un modèle d'abonnement. Et de paiement à l'usage. Et de paiement à l'usage, et que tout ça est défini dans le cadre d'une règle de calcul sans maintenance. Donc, notre price list, quelque part, est aussi nettement plus simple. À l'extrême, on a un prix par catalogue asset, donc et un prix à l'usage. Donc, d'une certaine façon, l'assiette de surprise est également aussi beaucoup plus réduite, puisque d'une certaine façon, en mode SaaS, tout est compris. Donc, à la fois, on est dans une démarche de composabilité pour réduire la dépendance. À la fois, on a un modèle de prix qui aligne les intérêts et à la fois, on simplifie la price list de façon à limiter les effets de surprise sur les pricing models. Ok, super. Merci à vous et merci donc, je vous propose de conclure pour de vrai cette fois-ci. Excellent. Merci à tous. Bonne journée à tous. Votre présence. Au revoir. Au revoir.